Donc voilà, je vérifie que... Donc normalement, ça devrait être bon. Hop, parfait. Je vais juste enlever ceci. Voilà. Donc bonjour à tous et à toutes. Un grand merci à l'Université de Lausanne et tout particulièrement à Jean Guéhong de m'avoir invité pour partager avec vous les résultats d'une enquête que j'ai menée en 2016 sur les conditions d'études des filles en école d'ingénieur en France, et notamment sur la question des violences sexistes et sexuelles. Donc avant de vous parler des résultats de l'enquête, je voudrais très brièvement vous expliquer un peu la genèse et le contexte de cette étude. Donc cela fait à peu près un peu plus de 10 ans que je travaille dans l'enseignement supérieur en France, au sein de l'administration. Donc aujourd'hui, je suis adjointe à la directrice académique de l'IESEC School of Management et je suis aussi référente égalité femmes-hommes. Mais auparavant, j'ai principalement travaillé en école d'ingénieur, d'abord à l'école centrale Paris et ensuite à l'école polytechnique, donc école polytechnique de Paris. Et à mon arrivée, quelque chose qui m'a tout de suite frappée, et je dirais d'autant plus parce que c'est quelque chose que je n'ai pas connu personnellement dans ma formation initiale. Moi, je suis diplômée de Sciences Po Bordeaux et de Cardiff University en sciences politiques, donc c'est quelque chose que je n'ai pas connu, c'est la sous-représentation numérique des filles. Donc vous avez sous les yeux un exemple de photo régulièrement publiée sur Internet et dans la presse des élèves de l'école polytechnique en uniforme. Donc lors du défilé du 14 juillet, les filles sont un peu rassemblées de manière visible pour faciliter la prise de photos. Mais en fait, avec 15% de filles, les promotions de la première école d'ingénieurs de France ressemblent plutôt à ceci. Donc les filles se retrouvent un peu noyées parmi les garçons. Donc pour rappel, l'enseignement supérieur français compte 28% de filles en école d'ingénieurs. Donc cette proportion augmente progressivement puisqu'elle était de 20% en 1990. Mais si on prend les 5 meilleures écoles d'ingénieurs actuellement, elles culminent encore seulement à 21%. Donc très vite, je me suis posé la question, comment est-ce qu'on vit sa scolarité en tant que fille quand on est en minorité, voire extrême minorité pour certaines? Et les postes que j'ai occupés m'ont amené à être très en contact avec des élèves de différentes écoles. Et j'avais l'occasion d'entendre deux types de témoignages des élèves filles, un peu aux antipodes l'un de l'autre. D'un côté, des élèves qui étaient fiers, qui étaient épanouis, qui étaient heureuses d'être en école d'ingénieur. Et dans d'autres cas, des situations de déception, de mal-être, voire de détresse. Et j'ai notamment certaines élèves, parfois des anciennes élèves, qui sont venues me parler de sexisme qui pouvait exister, voire des cas d'agression sexuelle dans des soirées ou des week-ends d'intégration. Et quand j'en parlais autour de moi, on me disait ce sont des cas très rares, des situations particulières, ce sont des problèmes personnels. À ce moment-là, on est en 2012-2013, bien avant MeToo, ou du moins pas encore en France, et le sujet est complètement invisible, pour ne pas dire tabou, dans les écoles. Dans l'ensemble, les établissements estiment qu'ils n'ont pas à intervenir sur ces sujets, donc il n'y a pas vraiment d'enquête ni d'études approfondies à ce moment-là sur les violences de genre en école d'ingénieur. Et donc je n'arrive pas à savoir si ce qu'on me dit, ce sont vraiment des cas isolés, exagérés, ou c'est quelque chose de plus profond. Donc en 2016, je décide de faire ma propre enquête, qui a duré quasiment 1 an. Donc, j'ai réalisé ce travail de recherche dans le cadre d'une formation en études sur le genre proposée par l'Université de Rennes 2 et en collaboration avec une association, l'association Femmes Ingénieurs. Donc, je vais aller très vite sur la méthodologie, mais n'hésitez pas si plus tard vous avez des questions. En bref, la méthode de recherche retenue a été un questionnaire anonyme en ligne, composé de 150 questions pour les filles et 110 pour les garçons, et avec un espace de commentaires libres. Et il y avait 2 parties. La première abordait le niveau de satisfaction générale des élèves vis-à-vis de leur formation, ainsi que leur état de bien-être et de santé. Et la seconde partie explorait plus spécifiquement la question du sexisme et des violences sexuelles. Donc au total, 1554 élèves, dont 60% de filles ont répondu à l'enquête. Au total, plus de 90 écoles représentées sur les 206 répertoriées par le ministère en 2016 et qui venaient vraiment de toutes les régions de France métropolitaine. Il y avait aussi le témoignage individuel de 199 filles et 131 garçons.
Donc, le travail d'analyse réalisé présente un bilan général en France. Bien évidemment, je me doute qu'il ne rend pas justice à toute la diversité des situations, hein, que le vécu de chaque élève, de chaque promotion est sans aucun doute différent, mais je pense que les résultats donnent quand même les grandes tendances qu'il est intéressant de connaître sur ce sujet. Donc, quels sont les résultats de cette étude? Premièrement, on remarque une omniprésence des violences verbales, sexistes et sexuelles. A priori, très peu de la part des professeurs. Le sexisme se produit surtout entre les élèves. Donc, vous avez sous les yeux quelques témoignages. Selon mon étude, 63% des filles disent avoir déjà subi directement ou avoir été témoins de violences verbales, sexistes ou sexuelles sur le campus. Dans les établissements où elles sont minoritaires, c'est-à-dire où elles sont moins de 30%, 60% des filles disent que cela se produit régulièrement, alors que par comparaison, dans les établissements où on se rapproche de la parité, elles ne sont que 30% à dire que ce sexisme est régulier. Il s'agit principalement de blagues à caractère sexiste ou sexuel, mais ça peut être aussi des insultes et propos humiliants. On a eu un petit florilège au début de cette conférence, donc je ne vous donne pas d'autres exemples. Des mimes de gestes sexuels, être sifflé aussi sous prétexte de drague, et enfin, il y a des témoignages d'affiches ou de vidéos à caractère sexiste ou sexuel qui sont utilisés pour promouvoir les associations, les soirées, les week-ends d'intégration, etc. Donc, les filles sont particulièrement la cible d'attaques sur leur apparence physique ou sur leur vie affective et sexuelle. Donc, plusieurs élèves évoquent l'existence de classements, de remises de prix ou de titres, des soirées, des sites internet, des publications en format papier ou en format électronique qui sont utilisés comme médium pour les juger et les comparer physiquement, ou encore exposer leur vie sexuelle, supposée ou avérée bien évidemment. Et donc une élève fille témoigne ainsi dans l'enquête. À la fin de l'année, on désigne la fille qui est supposée avoir eu le plus de rapports sexuels. Elle devient la salope de la promotion. Donc ça, c'était pour les violences plus verbales. Par rapport aux violences physiques, toujours sexistes et sexuelles, la situation est aussi alarmante. Selon mon étude, 10% des filles déclarent avoir déjà subi une agression sexuelle sur le campus. 5,7% disent avoir été victimes d'une tentative de viol ou d'un viol. Et donc, par comparaison, vous avez les chiffres de l'enquête Virage de l'INED de 2016. Donc, parmi les femmes de 20 à 69 ans, la proportion de femmes victimes de violences sexuelles dans le cadre des études est de 1,38% et celle victime de tentative de viol ou viol est de 0,20%. Donc, lors de l'enquête, ce qui ressort, c'est qu'un tabou général couvre ces agressions sexuelles. Seulement 12% des filles victimes de violences sexistes ou sexuelles disent en avoir parlé à l'administration ou à des professeurs ou aux délégués. Seuls 24% ayant subi des violences physiques sexuelles disent avoir reçu de l'aide de la part de proches pour améliorer la situation. Et il y a même des témoignages d'élèves qui disent qu'ils en ont parlé à l'administration et que celle-ci est restée silencieuse malgré ces cas-là. Alors, quels sont les mécanismes à l'œuvre qui permettent à ces violences d'exister, de perdurer, et qui conduisent aussi les filles à ne pas entrer en contestation, voire, d'après les témoignages, à participer elles aussi à ce sexisme ambiant? Donc, premièrement, comme je disais en introduction, même si la proportion d'élèves filles augmente progressivement depuis 20 ou 30 ans, les filles demeurent toujours en sous-représentation numérique. Or, plusieurs études ont mis en exergue la nécessité de respecter un seuil minimal de représentation des femmes pour prévenir justement ces violences sexistes et sexuelles dans des secteurs non traditionnellement féminins. Vous avez notamment Gaëlle en 95 qui évoque 35% comme niveau de masse critique pour un métier traditionnellement masculin. De nombreux indicateurs dans mon étude, je n'aurai pas l'occasion de tous les présenter, mais montrent combien les conditions de vie étudiantes dans les écoles avec moins de 30% de filles, et surtout quand il y a moins de 10% de filles, sont beaucoup plus difficiles pour les élèves filles. Mais attention, on en a parlé un peu avant, augmenter l'effectif féminin n'est pas suffisant en soi. Car si ce changement n'est pas correctement accompagné, on peut finalement arriver à une situation inverse avec un renforcement des propos et des comportements sexistes. Donc, plusieurs études sur les milieux de travail traditionnellement masculins, je pense notamment à l'étude de Sylvie Cromer et Dominique Lemaire,
montrent que l'usage de la sexualité, avec notamment donc, des blagues sexistes et sexuelles récurrentes, mais aussi l'usage de la pornographie, est justement un moyen de contrer ce changement que représente l'intégration des femmes. Donc, cet environnement hypersexualisé permet de marquer son territoire, de souder le groupe masculin, de construire une identité qui va exclure les femmes et ainsi de contrôler cette intégration. J'estime que des mécanismes très similaires apparaissent en école d'ingénieur. Une élève résume très bien ainsi: la mixité n'est pas vécue de façon naturelle. C'est comme si on avait ajouté des filles dans un espace réservé aux garçons, plutôt qu'une cohabitation dans un espace commun. Je pense que cette ambiance est l'une des raisons pour lesquelles certains garçons se permettent des comportements déplacés qu'ils n'auraient souvent pas dans un cadre plus normal. Certains élèves garçons ont aussi parfaitement conscience de ce qui se passe. On voit par exemple un élève qui dit: le machisme apparaît aujourd'hui logique car c'est une réaction au changement. Alors une question qu'on peut se poser: pourquoi cette résistance? Pourquoi cette résistance au changement? Donc dans mon étude, je me suis notamment appuyée sur les travaux de Francine Tougas et d'autres auteurs sur le concept de néosexisme. Donc, elle nous explique que dans le monde du travail, le sexisme traditionnel a laissé sa place à une nouvelle forme plus subtile. C'est-à-dire que nous ne sommes plus sur des croyances basées sur les différences entre les sexes ou sur la supposée infériorité des femmes. Ce sexisme-là est devenu socialement inacceptable. Les individus sont largement convaincus que les femmes sont aussi capables qu'eux. Et en fait, s'ils dénigrent subtilement ou ouvertement les femmes, c'est parce qu'ils croient justement que leurs intérêts de groupe sont menacés. Et je vais citer donc, une Francine Tougas quand elle dit donc, certains hommes se sentent floués parce qu'ils ont l'impression que les femmes bénéficient de toutes sortes d'avantages non mérités. Donc, je fais le même constat en école d'ingénieur à partir de mes données. Dans mon étude, quand on interroge les élèves sur les différences qu'ils perçoivent entre les filles et les garçons au sein de leur école, 82% des garçons n'ont pas de préjugés négatifs sur les qualités et les compétences des filles, ni sur leur légitimité à suivre des études et une carrière d'ingénieur. Donc cette donnée, je préfère le préciser, pour moi, elle ne rentre pas en contradiction avec ce qu'a pu dire Chantal Morlet au tout début, puisque si j'ai bien compris l'étude qui avait été faite de Chantal, on était plutôt sur ce que les élèves pensent de manière générale des filles et des garçons, des hommes et des femmes. Ici, la question portait vraiment sur ce qu'ils pensent de leurs camarades filles et camarades garçons au sein de leur établissement. Et donc on voit que la plupart d'entre eux n'avaient pas de préjugés négatifs. En revanche, il est intéressant de constater que, toujours selon mon étude, 50% des garçons ont identifié au moins une forme de discrimination positive, alors supposée ou avérée, dont bénéficieraient les filles de leur établissement à leurs dépens, donc aux dépens des garçons. Et ce sentiment d'injustice est vécu de manière assez violente par certains garçons. Vous avez quelques exemples de témoignages sous les yeux. Donc, les exemples ne manquent pas d'ailleurs dans le questionnaire. Donc, tout ça, c'était dans la partie commentaires libres. Parmi les éléments cités par les garçons, donc, les filles bénéficient de plus de bourses d'études. Il y a plus d'écoute de la part de l'administration, une indulgence en matière disciplinaire, un favoritisme à l'oral du concours, un favoritisme ensuite quand elles peuvent choisir leurs travaux de groupe, choisir davantage leur spécialisation. Elles auraient des facilités aussi pour trouver un stage, pour trouver leur premier emploi ou encore un meilleur salaire à la sortie. Donc tous ces témoignages nous amènent à nous interroger sur le sens que les élèves donnent à ces manifestations du sexisme au sein de leur campus. Est-ce qu'ils les perçoivent réellement comme de l'humour de second degré, tout en sous-estimant bien évidemment les conséquences néfastes de ce sexisme? Pour eux, ce serait que de l'humour. Ou ces manifestations sont-elles révélatrices, pour certains élèves, d'une volonté d'établir un rapport de force, de contrôler et dominer le groupe minoritaire des femmes qui est jugé comme perturbateur? Alors, je ne suis pas en train de suggérer qu'une majorité de garçons se positionnerait ainsi. On peut cependant imaginer l'influence et l'impact négatif que peut avoir même une minorité d'élèves qui auraient ces préjugés sexistes sur les femmes. Un groupe minoritaire, un groupe néosexiste minoritaire, va ainsi réussir à convaincre d'autres étudiants
de s'entraîner dans ces manifestations du sexisme, et ensuite, c'est l'effet de groupe qui va développer ce sexisme ambiant, comme le montre d'ailleurs ce témoignage, le premier témoignage que vous voyez sur la slide. Et on comprend ainsi, et je crois que ça a été cité aussi auparavant, pourquoi un certain nombre de filles ne vont pas être très favorables à davantage d'initiatives en matière d'égalité femmes-hommes, et encore moins d'actions de discrimination positive ou de quotas, etc., par peur que ce soit interprété comme des avantages injustes dont la conséquence serait des représailles pour elles. Et là, vous avez en bas de la slide cet exemple. Arrêtez avec tous ces sondages filles ingénieurs. Plus vous le faites, plus on se sent différente, alors que ce n'est pas le cas. C'est un exemple, mais il y en avait beaucoup d'autres. Et je sais qu'à titre personnel, ça m'avait beaucoup surpris quand j'avais vu les résultats du sondage. Alors, j'arrive à ma dernière partie. Pourquoi si peu de filles rentrent en résistance face à ce sexisme, voire alimentent ce sexisme? Donc, certaines filles peuvent se sentir choquées et blessées par ces violences sexistes et sexuelles, mais pour différentes raisons, elles choisissent volontairement d'ignorer ou de banaliser la situation. Premièrement, il peut s'agir tout simplement de se protéger elles-mêmes. Comment survivre psychologiquement pendant plusieurs années au sein de l'école si chaque remarque sexiste, si chaque blague sexuelle est vécue comme une agression? Comment pourrait-elle vivre sereinement leur scolarité si celle-ci était rythmée continuellement par divers sentiments d'injustice? Considérer que ces remarques sont de l'ordre de l'acceptable, de l'ordre de la normalité, permet justement de se protéger et de faciliter son adaptation à l'environnement. Il y a bien sûr aussi la volonté d'être intégré et accepté par le groupe, c'est aussi un facteur important. Dans un certain nombre d'écoles, la vie associative et étudiante est façonnée donc, par cette sursexualisation, avec des traditions ou des normes qui vont être sexistes. Et donc ces propos, ces comportements apparaissent comme faisant partie intégrante d'un mode de communication. C'est le langage propre à la culture de telle ou telle école. Et donc dénoncer ce sexisme revient à remettre en cause l'identité même de la communauté étudiante. Et donc ceux qui dénoncent ce sexisme, qui refusent d'y participer, apparaissent très rapidement comme asociaux, ce qui légitime ensuite qu'ils soient exclus ou isolés de la promotion. Et d'ailleurs, plusieurs témoignages évoquent le terme de suicide social pour ces élèves-là. Et si jamais il ou elle ose rendre publique cette dénonciation, c'est-à-dire en dehors de l'école, cela apparaît comme une atteinte à la réputation et à l'image de l'école. De ce qu'on voit dans les témoignages, les filles auraient même tendance à se désolidariser de celles qui se positionnent en contestataires, notamment pour ne pas subir les mêmes représailles. Pour vous donner un exemple de témoignage, donc je vous lis. Je me voilais la face car tout ce que je voulais, c'était bien m'intégrer. Je voyais bien que celles qui dénonçaient le sexisme n'étaient pas écoutées, voire étaient moquées ensuite pendant des mois. Donc il y a des mécanismes d'évitement, de féminisation, mais il y a aussi des mécanismes de déni. De nombreuses filles apparaissent convaincues que le sexisme n'existe pas vraiment en école d'ingénieur. Et on voit donc toute la difficulté justement à lutter contre ce sexisme parce qu'il se matérialise principalement sous la forme de blagues, d'humour et avec beaucoup d'ambiguïté. Et donc ça n'apparaît pas comme un sujet sérieux ou un sujet dramatique. Alors comment expliquer que ces élèves ne perçoivent pas la portée de ce sexisme? Donc je vais aller assez rapidement sur ce point-là, mais je pourrais revenir plus tard si besoin. Alors Voilà. oui, il vous reste 1 minute pour conclure. Alors Ok, dites-nous parfait, j'arrive au bout, merci. Donc on sait que les filles des grandes écoles ont largement intériorisé cet idéal démocratique d'un système éducatif basé uniquement sur la méritocratie et égalitaire en matière de genre. Donc reconnaître le sexisme tel qu'il est inconfortable et il est désagréable parce qu'il nous suggère que malgré tous leurs efforts, tous leurs mérites, elles n'ont pas encore leur place en école d'ingénieur. Troisièmement, on a aussi cette minimisation du sexisme et ce tabou sur les violences sexuelles est bien sûr à relier avec le rôle que filles et garçons ont intégré en matière de sexualité sur le fonctionnement justement de ces relations filles-garçons. Donc le discours sur la nature masculine sexuelle autorise cette minimisation des comportements masculins et la mise en place d'un seuil de tolérance élevé. Donc il y a de nombreuses injonctions paradoxales. Par manque de temps, je ne reviens pas tout de suite dessus, mais on pourra y revenir plus tard si besoin sur ces injonctions qui existent en école d'ingénieur. Et bien sûr, on a
Globalement, on peut dire que ces violences de genre ne sont pas l'apanage des écoles d'ingénieurs. Ce qui s'y passe est aussi le reflet des normes, des préjugés que notre société, notamment cette culture de viol, qui perdure. À nouveau, je vais à la conclusion, mais on reviendra sur ces points-là si besoin. Je voudrais terminer sur un dernier témoignage qui me semble quand même important. C'est justement par rapport à ces agressions sexuelles. Là, vous avez sous les yeux ce témoignage d'une étudiante qui montre que malheureusement, ces choses se savent en école et que celles qui ont le courage de dénoncer ces agissements sont ensuite accusées de porter atteinte à l'image et à la réputation de l'école ou de la communauté étudiante. Et une dernière petite phrase que je me permets. Alors, je ne voudrais pas que vous repartiez avec un ressenti aussi pessimiste voilà, de la situation. Mon enquête date de 2016. Elle a été publiée dans les cahiers du genre à l'été 2019. En 4 ans, les établissements français ont beaucoup progressé en termes de prise de conscience. Et du coup, je serais ravie de pouvoir discuter un peu plus avec vous au moment des questions sur voilà, qu'est-ce qui est mis en place depuis 4 ans, quelles sont les solutions et qu'est-ce qu'il est possible de faire pour permettre à chacun, fille comme garçon, d'avoir un milieu qui est le plus épanouissant possible. Voilà, merci beaucoup.